13e monde. Et si on s'écoutait parler? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis Ibrahim et voici ma superbe co-animatrice avec qui j'animerai cette émission. Nous sommes en deuxième année de licence d'information communication et nous avons préparé cette émission avec notre promotion et nos camarades de troisième année. Nous vous invitons à écouter de nombreuses interviews de professionnels d'étudiants et d'artistes en podcast sur notre site webradio.univ-paris13.fr et à vous abonner sur Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, @13monde. Bonjour Paola. Bonjour Ibrahim. Dans cette émission, nous aborderons l'éducation au numérique comme solution pour faire face aux dérives connues et méconnues. Nous sommes des digital natives. Nous suivons des cours de PIX, une formation formelle et informelle du numérique dès encore notre plus jeune âge. Et ce sont justement les plus jeunes générations qui sont toujours les plus concernées par la transition numérique. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'encadrer la façon dont s'approprie du numérique et de s'informer sur les enjeux des nouvelles technologies? Une journée d'études organisée par les CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, en partenariat avec les laboratoires Techné et CRIPIC, aura justement lieu les 3 avril à la Sorbonne pour, je cite, comprendre les défis actuels en éducation aux médias et à l'information et corrélativement questionner les grandes évolutions des pratiques médiatiques et informationnelles des élèves. Justement, Paola, dans cette émission, on va aussi aborder ce sujet. L'IA et plus globalement le numérique font déjà partie de notre quotidien. On ne peut pas le nier ni faire marche arrière. Eh bien, ces technologies sont en train de faire le braquage du siècle en traçant nos données, en nous faisant des recommandations ou des pubs personnalisées avec l'intelligence artificielle. Bref, tout en jouant avec l'économie de l'attention. Est-ce que c'est l'une des plus grandes inventions de l'humanité ou elle prend trop de place dans notre vie? Il y a un autre problème. La surexposition aux écrans entraîne aussi des retards d'apprentissage, un risque de traumatiser les plus jeunes avec des images violentes et pornographiques. Et les cyberharcèlements est devenu très courant, commis par les adultes ou même entre les élèves d'une même classe. Et dire quel impact de ces nouvelles technologies sur l'enseignement. Peut-on remplacer les enseignants par YouTube, Wikipédia et maintenant ChatGPT? La fraude aux examens risque-t-elle de s'amplifier avec ces outils? C'est donc le vaste sujet de notre émission, le numérique chez les jeunes, des dérives à l'éducation. En effet, face au risque avéré, comment faire? Est-ce que l'éducation numérique représente une solution? Justement, Ibrahim, en quoi consiste l'éducation? C'est la transmission d'une instruction de bonnes pratiques. Normalement, c'est le rôle des parents ou des pédagogues. Si on n'est ni prof ni ministre nous-mêmes, notre mission dans cette émission sera déjà de vous sensibiliser et de vous informer des différents enjeux et des dérives du numérique. Dans cette optique, Ambrou et Mathieu présenteront tout d'abord une revue de presse qui revient sur les contrôles de l'accès aux sites pornographiques, d'une part, et les nouvelles dispositions ministérielles d'éducation au numérique, d'autre part. Ensuite, une chronique de Dia au sujet de la dépendance aux écrans sera suivie d'interviews d'Emeline Guedes, doctorante en droit privé et spécialiste de l'encadrement juridique des jeux vidéo, de sport en ligne et des pratiques numériques. Notre invitée, Anne-Cécile Cazot, chargée des recherches à la INGEP, Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, présentera son enquête sur la précarité étudiante au micro d'Emilien, car au-delà de ces problématiques numériques, la jeunesse subit bien d'autres difficultés d'ordre vital, notamment pour s'éloigner ou se nourrir. Nous ferons un tour d'horizon du champ du numérique avec une chronique de Dia sur les risques d'addiction aux écrans, puis une autre chronique de Zorine sur le cyberharcèlement sexiste, avant de laisser la parole à Camélia et Marie pour évoquer l'influence des réseaux sociaux à l'estime de soi. Le grand débat de cette émission consacré aux usages de l'intelligence artificielle dans l'enseignement sera présenté par Amrou et Ilyes avec la participation de notre cher enseignant, M. Garandel, ainsi que nos camarades de L3, Cinda, Lubna, Hugo et Ludovic. Restez avec nous tout au long de l'émission. Bachir nous présentera les actualités culturelles et sportives de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Tout d'abord, écoutons la revue de presse présentée par Mathieu et Ambrou qui aborde l'actualité des outils numériques. Bonjour à toutes et à tous. Du 9 au 12 décembre 2019,
LSD, la série documentaire diffusée l'éducation sexuelle des enfants d'Internet par la réalisatrice et écrivaine Ovidie. Est-ce que tu connais ? Oui, c'est une série réalisée par Nathalie Battus en 4 épisodes de 50 minutes, toujours disponible en podcast. Ce journal de bord mêle témoignages d'ados et paroles d'adultes dépassés, comme le souligne le site de France Culture. D'ailleurs, Ovidie, connu pour ses documentaires sur le sujet, a bien raison de s'inquiéter. Or maintenant, le temps n'est plus à l'inquiétude, mais à l'action. En effet, le ministre délégué du numérique Jean-Noël Barrot a déclaré aux Parisiens le 5 février dernier, je cite, « En 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. » Et pour y arriver, le gouvernement a décidé de mettre en place un système appelé le double anonymat. Ça te dit quelque chose ? Ça ne me dit rien. Enfin, d'après ce que tu me dis, je pense que ça doit être un verrouillage de l'accès aux sites pornographiques. Exactement. Pour assurer que les personnes qui regardent ces sites soient majeures, le gouvernement décide de mettre en place une plateforme indépendante où il faudra enregistrer sa carte d'identité pour vérifier son âge afin d'accéder à ces sites. Comme l'explique Eugénie Boilet dans Le Figaro ce 1er mars. La presse relève les nombreuses dérives et les dangers des outils numériques. Or, il y a des solutions pour les limiter et éduquer les jeunes. Est-ce que tu en connais ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est à l'initiative de l'État, puisque le 13 février dernier, le site Service public du gouvernement a annoncé mettre en place une campagne de sensibilisation sur la parentalité numérique afin, je cite, d'accompagner les parents dans l'usage des écrans de leurs enfants. Cette campagne a aussi pour but de faire connaître le site jeprotègemonenfant.gouv.fr, créé en 2021 et qui favorise, entre autres, la prévention pour les mineurs exposés au contenu pornographique sur le web. En plus de cette initiative, la jeunesse a aussi son mot à dire, puisque le 10 mars dernier, France 24 publiait sur son site, selon le journaliste Fabrice Coffrini de l'AFP, une initiative très courageuse d'enfants venant de nombreux pays du monde, âgés de moins de 18 ans. Ils ont audacieusement fait le déplacement devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour dénoncer d'une part les inégalités numériques et d'autre part la préservation des informations personnelles, rapportait la chaîne télévisée. Super. Amrou et Mathieu, vous évoquez l'exposition en contenu pornographique. Il faudra désormais une carte d'identité pour vérifier son âge afin d'accéder au site dit adulte. On peut espérer que cela suffise, mais il faudra surtout contrôler la production et la diffusion de ces contenus réalisés dans des conditions souvent illégales et violentes. Et maintenant, pour nous aérer l'esprit et revenir à des perspectives plus réjouissantes, nous accueillons Bachir pour nous faire découvrir d'autres pépites de la programmation culturelle de l'université. Bonjour Bachir, du nouveau à la fac ? Bonjour Paola, et oui, vous qui aimez la culture et appréciez notre vie universitaire, voici des événements culturels susceptibles d'attiser votre curiosité, tous organisés sur nos campus. Avis à tous les amateurs d'art et de la culture, 2 expositions sont à découvrir sur nos campus. La première, Chaussures à son pied, a lieu au Café Expo de l'UIT de Saint-Denis, du 24 mars au 7 avril 2023. Cette exposition photo explore la diversité des chaussures et des propriétaires en questionnant les motivations et les facteurs liés à cette pratique quotidienne. La seconde exposition à visiter sur le campus de Bobigny est celle de Maliv Afro Art et s'intitule « Vous n'êtes pas seul ». Elle présente un virtual grand format, pop et réaliste, qui traite des thèmes de la lutte contre l'addiction et les risques psychosociaux. On pourra la découvrir dans le couloir de l'illustration le mercredi 29 mars, de 11h à 18h, puis dans le foyer de l'illustration du 30 mars au 21 avril 2023. Merci Bachir pour ces recommandations qui vont sûrement plaire aux esprits curieux. Mais revenons à notre dossier du jour. Un autre sujet est de plus en plus préoccupant pour les parents, les professionnels de la santé et les médias. Les vidéos TikTok, YouTube Short et Reels. Je vous propose d'écouter Dia sur les risques de la dépendance à ces vidéos courtes. Bonjour Dia. Bonjour Paola, bonjour Ibrahim, bonjour nos éditeurs. Vous l'avez dit, ces vidéos qui durent seulement quelques secondes ont pris tellement d'importance qu'elles sont devenues essentielles dans la vie de nombreux jeunes. La partie visible de l'iceberg semble attrayante car elle nous offre un accès à du divertissement et à une source d'information pour nous cultiver et nous tenir informés de l'actualité. Or, si on s'attarde sur la partie cachée de l'iceberg, on constate que l'utilisation de ces applications peut devenir excessive, compulsive et ainsi avoir, je cite, les mêmes effets que pour n'importe quelle addiction, pour reprendre les termes de la psychologue clinicienne Sabine Duflo, recueillie par la Dépêche il y a quelques mois. Ce qui est très inquiétant quand on s'aperçoit que ces contenus sont largement consommés par des jeunes de moins de 13 ans, alors que la limitation est exigée en dessous de 13 ans. Mais qu'est-ce qui crée la dépendance chez les utilisateurs ?
C'est ce qu'on va tenter de comprendre tout de suite. D'abord, sur TikTok, le fil de vidéo est infini et il n'y a aucune place pour l'entracte. Soit tu décides de scroller, soit la vidéo passe en boucle. Il est donc très difficile de détacher son regard de l'écran. Notre capacité d'attention est une mine d'or pour les plateformes qui ont enfin trouvé le moyen de la capter. Le Wall Street Journal de juillet 2021 publie une étude qui démontre que TikTok n'a besoin que d'une seule information pour cerner nos désirs. C'est le temps qu'on passe sur un contenu. Et c'est d'ailleurs cette variable qui alimente l'algorithme hypnotisant des contenus étiquetés pour toi, que vous voyez dans le fil d'actualité justement. Et en nous proposant des vidéos sur mesure, TikTok, YouTube Shorts et Reels entraînent chez nous la sécrétion de la dopamine. C'est la molécule responsable du plaisir, de la motivation, mais aussi de l'addiction. Et donc en fin de compte, c'est vraiment notre immersion dans l'application, et j'insiste bien sur le mot immersion, qui nous maintient dans un état de passivité. C'est pourquoi il nous arrive de réaliser seulement des heures plus tard le temps passé à scroller et à être complètement déconnecté de la réalité. Et tout cela n'est pas sans conséquence. Des chercheurs chinois ont effectué une étude sur les vidéos courtes, au style concis et au rythme rapide des images, et ils ont constaté que la motivation, le bien-être et les capacités d'apprentissage, comme tu disais tout à l'heure Paola, des étudiants peuvent être amoindris. Au-delà des maux de tête, de dos, de l'irrégularité des repas, de la mauvaise hygiène, des problèmes de sommeil, voire la dépression et les pensées suicidaires dans le pire des cas, lorsque les algorithmes de ces réseaux sociaux gavent les utilisateurs en les entraînant dans une spirale de contenu mortifère. Mais quelles seraient les portes et sorties de cette spirale infernale? Paola, écoute, la boîte de Pandore a été ouverte, on ne peut plus vraiment la refermer, mais tu as raison, il y a des solutions. On a encore le pouvoir de décider de l'impact futur de ces technologies. Il existe déjà plusieurs moyens pour les parents de superviser les pratiques numériques de leurs enfants. Je pense notamment au contrôle parental, au mode connexion famille mis en place par TikTok, mais aussi à la fonctionnalité bien-être numérique ou à la mesure du temps d'écran qui peuvent nous faire prendre conscience, parce que c'est ce qui est le plus important, de notre relation avec ces technologies. Donc on ne peut pas parler de solutions sans évoquer le cadre juridique. Des avancées en matière de numérique. Avec mon équipe de reportage, nous sommes donc allés à la rencontre d'Emeline Guedes, doctorante en droit privé, spécialiste de l'encadrement juridique et de l'e-sport en lien avec les problématiques numériques. Et en mettant l'accent sur l'éducation, la juriste a notamment répondu à nos questions sur la manière dont le législateur régule la cyberdépendance pour mieux protéger les jeunes utilisateurs de ces technologies. Donc pour revenir à cette cyberdépendance, l'addiction aux jeux vidéo, pour autant, l'addiction aux écrans, elle est bien là. Au Japon, il me semble, le gouvernement a décidé de limiter le jeu vidéo pour les mineurs alors il me semble que c'était moins de 14 ou 15 ans, je ne sais plus, à 2 heures par semaine, par exemple. Le Japon a limité le temps d'écran des jeunes japonais sur le jeu vidéo. En France, en fait, on va plutôt parler, non pas de législation ici, mais ce qu'on va appeler de soft law, c'est-à-dire de droit mou, c'est-à-dire des recommandations, des organismes officiels, des associations, etc., qui luttent contre l'addiction aux jeux vidéo. Et chacun est libre de les respecter, mais je pense qu'il n'y aura pas de législation dans le dur, en tout cas sur la cyberdépendance. Vous l'avez entendu, la France n'adopte pas des restrictions aussi sévères qu'en Asie et privilégie le dialogue et l'éducation des jeunes pour leur permettre de prendre conscience de leur relation avec les écrans, même si on a encore énormément d'efforts à fournir au vu du nombre de personnes touchées par ce type de dépendance. Les dangers de la cyberdépendance nous concernent tous. D'ailleurs, vous qui nous écoutez et nous regardez, arrêtez de scroller sur les réseaux pour mieux vous concentrer. Si cette question vous intéresse, vous pouvez retrouver l'interview d'Emeline Guedes et l'analyse complète des DIA sur la dépendance au réseau sur notre site webradio.univ-paris13.fr. Au-delà de la cyberdépendance, la précarité étudiante est un problème beaucoup plus vaste. Un rassemblement a justement eu lieu mercredi devant le ministère dans un contexte de réforme de retraite et du rejet du projet de loi du repas à 1 € pour toutes et tous. De trop nombreux étudiants doivent recourir à l'aide alimentaire. Comment étudier correctement dans ces conditions? Le problème numérique ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Pour en parler, place à notre invitée Anne-Cécile Cazot, chargée de recherche à l'INGEP, qui présente son enquête sur la question au micro de David.
Bonjour David. Oui, bonjour Ibrahim et bonjour Paola. La précarité chez les étudiants est un problème croissant dans de nombreux pays, y compris la France. Elle désigne entre autres une situation dans laquelle les étudiants éprouvent des difficultés financières pour subvenir à leurs besoins de base tels que les repas, le logement et les fournitures scolaires. Les facteurs de précarité et leurs conséquences d'ordre physique et mental sont nombreux et varient d'un étudiant à un autre. Les solutions efficaces sont-elles possible? C'est ce que nous essaierons de comprendre tout à l'heure avec Anne-Cécile Cazot, chargée d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, INJEP, affiliée au laboratoire d'études de genre et de sexualité Paris 8 CNRS, fellow de l'Institut Convergence Migration. Madame, bonjour. Vous travaillez actuellement sur une enquête qui traite de la précarité étudiante. Quelles en sont les raisons? Donc déjà, merci pour votre invitation. Et pour revenir un peu sur le contexte de cette étude, la précarité étudiante, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2020, on en a parlé de plus en plus, à un moment où, avec le confinement, on a vu les étudiants et les étudiantes perdre pour beaucoup leur emploi, donc avoir une baisse drastique de leurs ressources, et on a vu aussi beaucoup de recours à l'aide alimentaire. Donc tout d'un coup, les espaces d'aide alimentaire plutôt connus comme les espaces où vont les hommes sans-abri, par exemple, ou les familles, ont été remplis de personnes en études, et ça a un peu bouleversé l'opinion publique. Voilà, on est maintenant sorti des périodes de confinement, et pourtant on continue à avoir un recours important à l'aide alimentaire, on continue à connaître des étudiants qui ont des problèmes de ressources, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ont des moments difficiles, et c'est pour ça que je mène l'enquête actuellement sur la précarité. Vous avez répondu à la question suivante et je reviens. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux facteurs de précarité que vous avez pu relever jusqu'ici, à ce stade de l'enquête? Oui, bien sûr. Alors il faut savoir que j'ai une lecture de la précarité qui est un peu extensive, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas que à la précarité économique, même si bien sûr je m'intéresse aux personnes qui ont des ressources trop faibles par rapport aux factures et aux frais du quotidien. Dans les facteurs de précarité, on peut avoir peu de ressources. Il y a aussi des précarités qui sont liées aux difficultés de logement, les problèmes structurels aussi, c'est-à-dire que par exemple, le Crous de Paris, en 2016, avait reçu plus de 24 000 demandes pour des logements étudiants, alors qu'il n'y avait que 6 700 places. Donc en fait, les facteurs, ils peuvent être structurels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place pour se loger. Ça peut aussi être lié au transport, au coût du transport. Et un autre facteur que je voudrais souligner, qui est assez important, c'est la question de la solitude, de l'isolement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on vient dans une nouvelle ville faire des études, qu'on commence une nouvelle étape de sa vie. La précarité, ça peut aussi être lié au fait d'être dans une situation instable d'un point de vue relationnel, de ne pas se sentir entouré, de ne pas se sentir accompagné et de ne pas trop savoir vers qui se tourner et comment se. Oui, cette enquête s'intéresse-t-elle aussi à la précarité numérique, sachant que depuis 2020, le Covid a longuement imposé aux étudiants l'isolement, comme vous le dites maintenant, et une surexposition aux écrans du fait des restrictions sanitaires et des cours à distance, sans omettre la fracture numérique, puisque tous ne disposent pas de matériel nécessaire pour accéder à Internet. Oui, c'est tout à fait vrai. C'était pas une question initiale de mon enquête, et en fait, j'y ai été confrontée dans les entretiens que j'ai menés, notamment par rapport aux démarches administratives qui sont souvent nécessaires dans une vie étudiante et les difficultés éventuelles pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les démarches à faire en ligne et peut-être une méconnaissance des institutions qui pensent que par principe ou par effet de génération, tous les jeunes vont être très à l'aise. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a vraiment des personnes qui peinent, qui galèrent à comprendre les démarches à faire. Le suivi en ligne n'est pas du tout évident. Or, on est aussi dans un contexte où les guichets sont plus difficiles d'accès. Je ne sais pas si vous savez, le Crous de Paris a fermé son guichet d'accueil. Donc en fait, maintenant, tout se fait par téléphone ou par email. Donc il n'y a plus vraiment ce point de rendez-vous qu'on a pu avoir avant. Ce qui fait que si on n'est pas à l'aise en ligne, tout d'un coup, on est
Oui, et selon les données du service statistique ministériel de l'enseignement et de la recherche, MESRI, et de la sous-direction des systèmes d'information et d'études statistiques SIES, pour l'année académique 2021-2022, la croissance interannuelle du nombre d'étudiants étrangers arrivant en France est la plus forte depuis 2005, avec plus de 400 000 étudiants étrangers, soit plus de 8%. Madame, dans votre enquête, quelle place occupe cette catégorie d'étudiants loin de leur famille? Beaucoup vivent dans une extrême précarité, difficulté de logement, discrimination à l'embauche, et interdiction d'accès à un emploi sur 5 pour les non-européens, selon l'INSEE, sous les yeux de toutes les institutions censées les accompagner. C'est une excellente question. La place que ces personnes occupent est assez importante. Alors après, c'est pas une place en termes de proportion, parce que je fais une enquête qualitative par entretien, donc voilà, je vais parler à 40-50 personnes. Après, par contre, je suis extrêmement soucieuse de bien représenter les difficultés spécifiques qui viennent d'arriver en France et de ne pas avoir la nationalité française. Qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir certains blocages ou des restrictions de critères d'éligibilité pour les aides, ce qui implique de devoir trouver d'autres sources de ressources, d'autres formes de bricolage et aussi on revient sur des questions de solitude et de difficultés relationnelles qui peuvent être spécifiques au fait d'arriver de loin et d'être loin de sa famille, loin de ses amis. Oui, les défis auxquels vous êtes confrontés sont de taille, j'imagine. Quelles sont les pistes de solutions concrètes que pourrait apporter cette enquête sur la précarité? Alors il faut savoir que l'INGEP a un rôle d'expertise plutôt que de préconisation. Donc ce que j'essaye de faire dans ce rapport, c'est plutôt d'éclairer la situation des jeunes pour justement permettre aux personnes qui prennent des décisions de le faire en connaissance de cause. Oui. Après, je pose bien sûr la question aux personnes concernées de savoir ce qu'ils ou elles voudraient. Justement, on en a beaucoup parlé, il y a eu ce débat autour du repas à 1 euro, proposé par le CROUS pour les personnes boursières ou en situation de précarité. Ça, c'est une mesure que j'entends beaucoup dans les entretiens. C'est-à-dire que ça serait très utile d'avoir le repas à 1 euro pour tous et toutes, parce que les frais alimentaires sont très importants, beaucoup de personnes sautent des repas. Donc voilà, l'aide alimentaire semble être une piste importante pour permettre une meilleure hygiène de vie, un équilibre qui manque peut-être aussi, quand on n'a pas beaucoup d'argent et des dépenses. Anne-Cécile Cazot, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne suite d'enquête. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Il ne faut surtout pas oublier que la précarité étudiante est l'une des causes des échecs ou de l'abandon scolaire, puisqu'elle peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale de l'étudiant et de l'étudiante. Qu'ils soient les étudiants français ou étrangers, les étudiants rencontrent presque les mêmes difficultés. Afin de se changer des idées, nous vous proposons une petite pause musicale. Et surtout, ne bougez pas. On revient dans un instant pour la suite de votre émission. Mais tout de suite, je vous laisse avec un titre exclusif de Rob Lucci, intitulé Hawaï. Hawaï, un jour viendra où je verrai Hawaï. Avant de canner, j'aurai plus que ça. Un jour viendra où je verrai Hawaï. Hawaï, on n'est pas tous comme les autres, jure encore. Mais je sais que tu mens, tu mens. On a souffert pour grandir, pour mûrir. J'écoute plus mes sentiments. Tu mens. Une pensée à mes amis. J'ai pas vraiment d'amis. Je vis selon mes envies. C'est cette vie que j'ai choisie. Elle fait ce dont j'ai envie. Mais ça m'a lassé vite. 10 millions puis je me retire. Sinon je reste ici. J'ai le cœur profond. Un grand puissant fond, tout ce qui rentre ne ressort plus. Elle m'a dit qu'elle m'aime aussi. Je crois que tu confonds ce que je ressens et le plaisir que tu me procures. Mais ça s'en va tellement vite. Hawaï, un jour viendra où je verrai Hawaï. Avant de canner, j'aurai plus que ça. Un jour viendra où je verrai Hawaï.
Ah ouais, on n'est pas tous comme les autres, jure encore. Mais je sais que tu mens. Tu mens. On a souffert pour grandir, pour mûrir. J'écoute plus mes sentiments. Oh, tu mens. Merci. C'était Roblucci avec son nouveau titre Hawaii. D'ailleurs, son dernier titre Crash est sur Spotify et n'oublie surtout pas de le suivre sur Insta et sur les autres réseaux sociaux. Par la même occasion, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de 13e Monde sur Insta, Twitter, YouTube et Facebook pour être informé des sorties prochaines de podcasts qui, lui, je rappelle, sont à retrouver sur notre site ainsi que sur Spotify. Les cyberharcèlements est un flot qui affecte durement la santé mentale. Sur les réseaux sociaux, les femmes sont souvent victimes de ce type de comportement. Je vous rappelle que l'auteur des cyberharcèlements encourt 12 ans de prison et 30 000 € d'amende, accueillant Zorine pour nous en dire plus sur les sujets et la lutte contre ce phénomène. Bonjour, chers auditeurs. Cyberharcèlement, sexisme, deepfake, voici 3 mots que les femmes connaissent bien, car elles en sont les principales victimes. Je tiens à préciser que le deepfake est un contenu multimédia utilisant l'intelligence artificielle pour modifier une image ou une vidéo dans le but de tromper un internaute. En effet, lorsque l'on sait qu'en 2015, l'ONU estimait que 73% des femmes dans le monde étaient exposées à de la violence sur Internet, notamment le harcèlement, et qu'en 2021, selon une étude de The Economist Intelligence Unit, ce chiffre serait passé à 85% durant la pandémie du Covid-19, la situation est sans doute pire aujourd'hui. Cependant, on a tendance à demander aux femmes victimes de harcèlement d'ignorer ces attaques, de les minimiser, parce qu'après tout, elles se déroulent sur Internet et non dans la rue ou sur le lieu de travail. Mais alors, Internet ne serait-il donc pas réel et les interactions sociales que les écrans engendrent seraient donc toutes fausses ? Non. Il s'agit là d'une vraie menace qui peut sérieusement affecter et dégrader la vie des femmes. Une des solutions pour combattre le sexisme et le harcèlement en ligne ne résiderait-elle pas dans l'effet du témoin ? Il s'agit ainsi de dénoncer et de témoigner le plus possible afin de faire prendre conscience de la situation au plus grand nombre. C'est d'ailleurs à travers de nombreux témoignages de youtubeuses et streameuses que j'ai pu me rendre compte de l'ampleur des choses. Parmi les femmes qui se sont exprimées, nous pouvons retrouver de nombreuses streameuses sur Twitch, une plateforme de vidéos en direct qui dénonce les remarques faites sur leur physique, leur façon de s'habiller, qui les contraint à changer de style vestimentaire par peur des remarques. Elles reçoivent également des photos de sexe masculin non sollicités et des menaces de viol. L'anonymat et le pseudonymat semblent favoriser le harcèlement, sans aucune impunité. Encore pire, avec le développement numérique et technologique, un nouveau fléau s'abat sur les femmes qui s'exposent sur Internet. Il s'agit du deepfake. Le plus souvent, le deepfake est utilisé à des fins malveillantes et superpose le visage d'une personne sur un contenu multimédia déjà existant. Une majorité des deepfakes sont pornographiques, les deepfakes porn, où le visage d'une personne, le plus souvent une femme, est superposé au corps d'une actrice. Les images ou vidéos troublantes de réalisme sont particulièrement violentes pour la personne qui en est victime. En octobre dernier, la streameuse Magla dévoilait elle aussi avoir été victime de deepfakes pornographiques, tout comme la journaliste Enora Malagré en 2021. Et la pratique a également été révélée par l'influenceuse Juju Fitcas sur sa chaîne YouTube en janvier 2023. Je tiens à préciser qu'en France, l'article 226-8 du Code pénal dispose que est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de publier par quelque voie que ce soit le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement. Cependant, malheureusement, il est encore trop difficile de savoir qui est à l'origine de ces deepfakes et donc d'en punir les auteurs. Même si de nombreuses associations et organisations telles que e-Enfance qui luttent contre le cyberharcèlement et le cybersexisme existent, cela ne suffit pas.
Il faut faire plus de prévention dans les écoles, les espaces publics et à travers les réseaux sociaux. De plus, il est primordial que les institutions et les instances de contrôle affrontent le problème plus sérieusement et éduquent les garçons susceptibles de devenir des harceleurs, car le sujet ne semble toujours pas être pris au sérieux. La solidarité avec des victimes est indispensable. Et au-delà des outils de répression, ne faut-il pas éduquer les garçons à mieux se comporter vis-à-vis des femmes ? On constate malheureusement que les agresseurs sont toujours de côté des dominants et les victimes font toujours partie des groupes sociaux-dominants. Tout à fait, Paola. Mais il faut commencer par mener une vie sociale en dehors des écrans. Bachir nous propose justement de sortir de chez soi pour participer à la journée de bien-être du DAPS. Justement, pour lutter contre les effets du stress et de la sédentarité, le département des activités physiques et sportives de l'Université Sorbonne Paris-Nord organise une journée bien-être au centre sportif d'Action de Sassou, sur le campus de Villetaneuse le samedi 1er avril 2023 à partir de 9h15. Au programme, diverses activités pour prendre soin de vous, telles que le yoga, la sophrologie, la marche fitness et bien plus encore. Cette journée est l'occasion de recharger les batteries et de vous détendre tout en apprenant des techniques de bien-être que vous pourrez réutiliser dans votre quotidien. Le DAPS propose également un déjeuner partagé où chacun peut apporter une spécialité de son soir pour un moment et de convivialité. Cette journée est ouverte à tous les étudiants et toutes les étudiantes ainsi qu'aux membres du personnel de l'université. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site web du DAPS à l'adresse www.unique-paris13.fr/le-DAPS ou contacter le bureau des activités étudiantes. Revenons maintenant au numérique avec un sujet qui fascine autant qu'il effraie. L'intelligence artificielle qui est aussi le thème du débat qui est animé par Amrou et Ilyes. Je pense qu'on ne peut pas parler du numérique sans évoquer ce sujet polémique. L'intelligence artificielle transforme nos vies, notamment la manière d'enseigner. L'IA peut être dangereuse, comme elle peut nous faciliter certaines tâches, vu sa rapidité et son efficacité. Ce sont justement les questions centrales du grand débat de cette émission et je vous laisse sans plus attendre avec Ilyes, Amrou et leurs invités pour tenter d'y répondre. Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelque temps circulent dans le débat public des noms comme OpenAI, ChatGPT ou plus largement certaines notions liées à l'usage d'intelligence artificielle. Mais dans un cadre universitaire, l'apport de ces IA est-elle encore trop peu visible ? Fait-elle déjà craindre certains aspects, aussi bien sur le remplacement de certains métiers que sur les potentiels usages de triche que certains élèves ont déjà tenté d'expérimenter ? Est-ce que l'on doit être éduqué à se servir de ces machines ou à pouvoir éviter qu'elles se servent de nous ? C'est tout l'intérêt de ce débat intitulé « Dans un cadre universitaire, doit-on craindre ou avancer avec l'IA ?» que nous vous présentons aujourd'hui avec Amrou. Salut Amrou. Salut. Merci d'être avec nous. Mais également avec l'ensemble de nos intervenants, Cinda, Loubna, Diana, Hugo, Ludovic et le professeur d'anglais Yann Garandel à l'université Sorbonne Paris-Nord. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, Amrou, cette semaine, nous sommes partis à la rencontre d'un professeur expert en la matière sur les intelligences artificielles. Alors oui, nous sommes partis à la rencontre de Pascal Buet, professeur en communication ici à la fac et au CELSA. Et comme tu l'as dit, il est légitime dans ce domaine puisqu'il nous a fait un cours sur les intelligences artificielles et on l'a questionné concernant les potentiels dangers des IA dans le cadre scolaire. On écoute tout de suite et on réagit. Donc du coup, en termes de danger, on peut avoir tout et n'importe quoi. Est-ce que les élèves en lycée ou les étudiants dans les universités qui, entre guillemets, trichent, font du plagiat, rentrent un énoncé dans ChatGPT, est-ce qu'on peut considérer que c'est un danger ? À mon avis, c'est un danger que pour eux. Alors, est-ce que autour de moi, vous êtes d'accord avec Pascal Buet sur ce point ? Pensez-vous qu'utiliser les IA de cette manière représente un potentiel danger pour les étudiants ? On vous écoute. Hugo, tu veux commencer ? Moi, je dirais que en réalité, le danger, il vient que de la personnalité de l'étudiant. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ChatGPT, c'est un outil, et ça reste un outil, et Pascal Buet le dit, et je pense que c'est l'utilisation de cet outil qu'il faut potentiellement craindre, mais pas l'outil en lui-même. C'est-à-dire que si un étudiant veut apprendre par lui-même, il pourra, et s'il veut tricher en utilisant ChatGPT, il le fera aussi. D'accord. Et concernant des exemples, on a vu, on parlera un peu plus tout à l'heure, sur notamment ce qui s'est passé à Lyon et dans les universités de Strasbourg. Est-ce que vous, dans la globalité, je parle plus aux étudiants, est-ce que vous avez déjà usé des intelligences artificielles, Diana ? Est-ce que tu as déjà...
2 fois? Ouais, 2 fois pour vraiment un petit devoir qui n'était pas noté. Néanmoins, moi, ce qui m'a choqué directement, ce que j'ai vu directement, et même ce que une chercheuse au CNRS qui s'appelle Laurence de Giller a elle aussi remarqué, c'est que c'est pas sourcé. C'est-à-dire qu'effectivement, ChatGPT, il va me donner une réponse de plus en plus originale, parce que je peux à l'infini en fait poser la même question, j'aurai pas forcément la même réponse. Néanmoins, oui, comme c'est pas sourcé, c'est pas raisonné. Et ce qui fait que, effectivement, oui, ça peut m'aider. Ça peut être un outil pour l'élaboration en fait, du brouillon du devoir. Mais ensuite, tout le reste, ça dépend. Il va falloir quand même que je fasse des recherches. Comme c'est pas sourcé, pour vérifier de prime abord si les informations que GPT me donne en fait, sont voilà. Et ça, par contre, non, il ne peut pas me le dire. C'est moi-même qui dois aller chercher. Donc du coup, est-ce que tu peux dire, est-ce que ça a vraiment changé ta manière de voir le regard sur le travail ou sur les études, ou c'est juste vraiment quelque chose d'accompagnement? D'accompagnement, moi je dirais que c'est quand même vraiment fort. Moi je vois plus ça comme un gadget. D'accord. Ça peut, effectivement, si vraiment je ne connais pas du tout le sujet et que, désolé, je vais être très familière, si j'ai la flemme en fait, d'aller chercher sur Google, sur Google Scholar, sur même en employant l'ENT avec Europress ou d'autres sources en fait, qui vraiment sont scientifiques, sont fiables, oui, comme premièrement, je vais dire oui, j'ai la flemme d'aller juste sur Google. Je vais dire, tiens, oui, je vais essayer ChatGPT, voir si je ne suis pas, soi-disant, passé à côté d'une information qui peut-être me donner d'autres informations. Très bien. Et vous, Monsieur Garandel, dites-nous un peu plus à ce sujet. Est-ce que vous ressentez une certaine pression vis-à-vis de ces intelligences artificielles, ou même, je vais aller plus loin, pensez-vous que dans un futur assez lointain, elles peuvent vous remplacer? J'espère bien. Pas trop lointain. Non, alors, le grand avantage qui me rend optimiste que j'ai par rapport à l'intelligence artificielle, et vous avez tous le même dans la pièce, c'est que je suis un être humain, et que la machine, par définition, ne pourra jamais être un être humain. Il me semble que dans la relation enseignant-élève, le fait que ce soit 2 êtres humains qui interagissent, c'est absolument essentiel. Moi, mon souvenir, c'est que souvent, à l'école, et avant l'école avec les parents, on apprend un peu pour faire plaisir à quelqu'un, et on a plus envie de faire d'efforts quand on aime un peu bien la personne avec qui on travaille. Et on ne peut pas aimer un ordinateur, je ne suis pas sûr, même une intelligence artificielle, même si elle est dotée d'humour. Alors peut-être, il y a déjà des films de science-fiction, vous avez peut-être vu le film qui s'appelle Her, qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Peut-être que ça va arriver, donc peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, dans l'enseignement, il me semble qu'il y a ce côté humain qui est absolument essentiel, et on le voit d'ailleurs lorsqu'on est passé à l'enseignement en ligne, à quel point ça fonctionne beaucoup moins bien. Je pense que c'est en partie parce que cette interaction n'existe plus. Ensuite, moi je pense qu'on est face à une vraie révolution. C'est majeur à mon avis. Ça va avoir un impact sur de très nombreux éléments de la société. Et donc on verra si c'est positif, si c'est négatif. Moi j'ai envie de croire que ça sera plutôt positif, mais 20 ans après les débuts de la massification d'Internet, il me semble que c'est une révolution quasiment du même ordre, c'est-à-dire que ça va vraiment modifier en profondeur énormément d'éléments dans les relations sociales, dans l'accès au savoir, dans l'accès à l'information, dans les diffusions d'informations, dans les institutions politiques, etc. D'accord, donc on reviendra un peu plus en détail dans quelques instants sur les usages, particulièrement, notamment vous, parce que vous êtes enseignant, mais nous aussi en tant qu'étudiants. Je voulais revenir quand même, rebondir sur ce que Diana a dit. Elle a parlé d'un gadget. Est-ce que tout le monde pense ici que ChatGPT est un gadget, ou vraiment c'est un mot qui est un peu fort? Moi, personnellement, je suis d'accord avec Diana. Et je dirais que c'est un gadget parce que aussi il n'est pas fiable, tout simplement. En fait, on dirait plus qu'on s'amuse. Moi, personnellement, le peu de fois où je l'ai utilisé, c'était justement pour voir s'il pouvait aller vraiment répondre et autres. Après, j'en ai cherché un peu sur Internet, etc., les réponses qui sont dites marrantes. Et en fait, c'est sûr que c'est de l'Internet, quoi. Enfin, c'est artificiel, c'est faux de A à Z. On va, par exemple, pour une réponse, si on lui demande 2 plus 2, c'est combien? Il va dire 4, mais on peut facilement lui changer sa réponse. On me dit, bah non, moi, on m'a dit que c'est 5. Il va finir par dire, ah ouais, peut-être finalement que c'est 5. Donc à quel moment tu pourras utiliser ça pour tes devoirs? Non, je ne dirais pas qu'il est entièrement faux, parce que effectivement avec son algorithme, en fait, il va te donner quand même des informations, mais ces informations,
comme il les a traités juste avec Toutes les données finalement. Oui, c'est ça, elles sont pas fausses, mais elles peuvent le devenir. Tu vois. Il peut y avoir des fake news, il peut très bien te répondre à côté en étant pourtant persuadé d'avoir la vraie réponse, en tout cas la réponse la plus véridique qu'il peut te donner. Il y a aussi, je dirais, en fait, qui peut aussi invisibiliser certains contenus. C'est-à-dire que si, effectivement, par exemple, si je demande qui est M. Garandel, ça se trouve, je vais avoir d'autres. Yann Garandel. Tous les Garandel du monde. Il va me donner toutes les réponses. Et puis même, je dirais que s'il y a des informations qui pourtant ne sont pas dans sa base de données, mais que je peux trouver sur d'autres moteurs de recherche, il n'y a pas que Google, il y a Yahoo, il y a aussi... Il y a Bing. Il y a Bing d'ailleurs qui a intégré. Bon, on parle beaucoup de côtés très négatifs et qui peuvent faire peur, mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement la solution, ça ne serait pas l'éducation? Et surtout, comment éduquer? Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est les usages qu'on en fait, et comment finalement éduquer une population à de bons usages, une population qui sont des digital natives, comme on l'a dit, et qui se retrouvent en plein dans l'océan, à ne pas savoir comment les utiliser et qui peuvent très vite tomber dans le piège. Je pense que sur le fond du fonctionnement de l'utilisation de cet outil, c'est un peu du même ordre que Google. Sur Internet, on peut trouver des milliers de choses qui vont nous servir et des milliers de choses qui seront vérifiées, comme des milliers qui seront en fait un peu du bullshit. ChatGPT se nourrit de toutes ces données, donc par définition, il peut donner des choses qui vont être absolument vraies et vérifiées, comme des choses qui le sont moins. À ce moment-là, c'est plus une question de comment est-ce que nous, on va nourrir notre réflexion. Comment est-ce qu'on va aller chercher aussi plus profondément que juste ChatGPT les réponses qu'il nous donne, comment est-ce qu'on va les vérifier tout ça, parce qu'il y a aussi un travail à faire de nous en tant qu'humains derrière. La machine, elle est que là pour nous aider, et moi je ne suis pas vraiment d'accord sur le thème de gadget. Pour moi, c'est vraiment plus une révolution, comme disait M. Garandel. Mais voilà, je pense que c'est plus sur ce côté-là, il faut aller chercher quand même les informations par soi-même. Tu l'utilises toi souvent, ChatGPT? Alors moi, je l'utilise beaucoup depuis le début, depuis son arrivée. Parce que déjà je suis curieux de cette machine et je veux regarder, des fois j'ai pas besoin de lui et je lui pose quand même une question. Je me dis qu'est-ce qu'il va me répondre? Si je lui pose cette question, j'ai peut-être la réponse, mais qu'est-ce qu'il va me répondre? C'est comme un ami virtuel. C'est pas un ami, ça le sera jamais, enfin en tout cas pour moi, mais c'est une vraie chose avec laquelle j'interagis. Si j'ai des interactions avec ChatGPT, je lui demande de préciser des choses. Quand il me répond quelque chose, je lui dis ok, comment est-ce que tu peux approfondir sur tel ou tel sujet? Enfin en tout cas, j'ai cette utilisation-là. Non, c'est intéressant parce que Snapchat là récemment a créé une intelligence artificielle qui crée un ami virtuel. On n'a pas encore entendu Cinda et Ludovic sur la partie éducation. Moi, je voulais vous entendre. Est-ce que déjà d'une part vous pensez qu'on n'est pas assez éduqués nous-mêmes en tant qu'étudiants, et sur quel aspect en particulier tu penses que être éduqué au numérique ça changerait quand même énormément de choses dans notre approche de voir toutes ces évolutions et toutes ces révolutions? Alors déjà, je pense pas que ça changerait énormément de choses parce que voilà, comme on en parlait, on a déjà Google, on a déjà pas mal d'outils qu'on utilise déjà. Mais moi, je pense que ça peut quand même être un problème dans l'éducation. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a parlé du fait qu'ils donnaient des vraies informations, mais il faut quand même se méfier des fausses informations des OpenAI parce que c'est souvent pas vérifié, c'est pas assez sourcé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement du cas Bard de l'intelligence artificielle de Google. Je ne sais pas si un d'entre vous dans la table en a entendu parler. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une preuve pour montrer que les OpenAI peuvent donner des fausses informations. Donc si vous ne connaissez pas cette petite actu, c'est en fait le PDG de Google qui a fait une conférence de presse il n'y a pas très longtemps sur Paris pour présenter justement cette nouvelle intelligence artificielle pour justement concurrencer ChatGPT. Et ils ont essayé de faire une démonstration en leur posant une question sur la NASA qui était... en fait, la réponse était totalement fake. Et de là, ils ont descendu de 9% en bourse le lendemain et ça décrédibilise directement cet outil en fait. Et toi, du coup, Ludovic, dis-nous, est-ce que tu penses que l'éducation à ces outils, c'est un enjeu principal pour le futur, ou tu penses plutôt que les jeunes apprendront d'eux-mêmes et que ce n'est pas si révolutionnaire que ça? On ne doit pas avoir peur. Pour moi, en tout cas, il faut vraiment une éducation par rapport à tous ces outils qui arrivent, par rapport aux intelligences artificielles, mais cette éducation, on l'a eu déjà depuis très longtemps avec Internet.
même sans qu'il y ait, par exemple, un enseignant derrière nous pour nous dire ce qu'est ChatGPT, je pense que tout le monde le savait alors que les enseignants ils nous en parlent. Donc il faut vraiment qu'il y ait une éducation sur l'intelligence artificielle en elle-même, mais aussi sur ses risques et aussi sur tout ce qu'elle peut nous apporter. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de liberté aussi pour rechercher soi-même l'information? Parce que c'est bien d'être éduqué, mais est-ce qu'on n'apprend pas aussi, on emmagasine pas un peu plus de connaissances en apprenant de soi-même? C'est une question très compliquée, mais justement, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une nuance avec le type d'usage de ces différentes intelligences artificielles. Il faut se dire que quand on va chercher une information, puisque je ne suis pas d'accord avec le fait que qu'on considère ça comme un gadget, pour moi, l'intelligence artificielle, que ce soit de Google, de Bing par exemple, toutes les intelligences artificielles qui vont bientôt sortir, elles en sont seulement qu'à leur début. On vient tout juste de commencer à parler de ce GPT, il vient tout juste d'avoir une mise à jour. La 4e version, oui. Voilà, sa 4e version de Terre, mais on en est vraiment au début. Peut-être que dans, je sais pas, 10 ans, 20 ans, peut-être un peu plus tôt, on va vraiment utiliser l'intelligence artificielle aussi bien que Google aujourd'hui. Et ça va peut-être devenir un outil aussi important que le fait d'aller seulement sur Wikipédia. Je suis assez d'accord et je pense que c'est important. Enfin, moi, je pense que c'est important d'être éduqué sur ce nouveau genre, sur ces nouvelles intelligences artificielles, parce qu'on va en avoir une utilisation, selon moi, qui va être de plus en plus grande dans les prochaines années. Et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil et qu'il va falloir qu'on apprenne aussi à se servir de cet outil, à traiter les informations qu'il nous donne, et puis à poser les bonnes questions, et puis aussi à chercher par nous-mêmes. Justement, je vais m'adresser maintenant à l'enseignant, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un enseignant autour de cette table, donc c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'avec toutes ces IA, on a vu notamment dans des masters à Strasbourg et à Lyon qui se sont fait un peu choper pour avoir triché sur des dissertations, parce qu'on en parle aussi, mais il y a beaucoup d'aspects de triche, comme la ChatGPT peut être un service autour de ça. Est-ce que là, on n'est pas en train de créer une génération d'assistés qui fait les dissertations, qui fait les calculs, qui fait un peu tout à notre place, en fait? Oui, une humanité assistée, c'est pas mal, si ça peut nous permettre de nous libérer de tâches pénibles. Pensez pas qu'il n'y a que les étudiants qui trichent, les enseignants aussi ils trichent. Les enseignants, ils préparent leurs cours avec ça, je suis sûr que certains, parmi les enseignants-chercheurs, se laissent tenter. Donc c'est pas un problème de... Je veux dire, chacun a ses difficultés et chacun a sa paresse. C'est très très partagé, la paresse. Et donc l'envie d'aller plus vite, de faire plus simple, il est commun à tout le monde. Donc oui, effectivement, dans l'éducation, moi je pense que les travaux à la maison n'ont plus beaucoup de sens. Moi je le pense déjà en tant qu'enseignant d'anglais, de langue, depuis un certain temps avec l'arrivée des traducteurs automatiques, je ne donne plus de travaux à la maison depuis longtemps parce que ça ne sert à rien. Parce que la tentation de faire son travail en français et de le faire traduire par une machine est trop grande. On ne peut pas y résister à ça. Personne n'est un saint. Enfin, très peu de gens en tout cas. Et donc ça ne m'inquiète pas plus que ça, c'est juste qu'il va falloir réfléchir à autre chose. Mais à l'inverse, c'est que justement, ce que disait, excuse-moi, je ne connais pas votre prénom, Hugo, pardon. Hugo, pardon, désolé. Ce que disait Hugo, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser de façon très régulière pour justement approfondir. Donc très certainement que si on réussit par l'éducation des plus jeunes âges, famille et école, à développer la curiosité, là on est face à un outil qui est absolument génial, parce que à part que c'est pas un être humain, mais sinon c'est le meilleur des enseignants, c'est-à-dire qu'il est jamais fatigué, il est disponible 24 sur 24, c'est faux. Là vous dites qu'il n'est pas sourcé, mais ça y est, enfin, les nouvelles versions sont beaucoup plus sourcées, et ils commencent à mettre en place un système d'application qui est ouvert hier ou avant-hier pour les développeurs, qui permet justement à ChatGPT d'aller chercher des informations sur Internet. Ça c'est un problème vraiment temporaire. Et donc cet enseignant, en plus de ça, il vous connaîtra vous précisément avec vos défauts, vos qualités, vos façons d'apprendre, vos envies, vos goûts. Il sera tout de vous. Il sera 1000 fois meilleur que n'importe quel enseignant, à part que c'est pas un être humain. Et donc ça c'est super. C'est super pour les gens qui ont envie d'apprendre plus. Ça sera un YouTube, un Google, etc. puissance 1000. Donc voilà. J'espère que ça sera ça qui s'imposera plus que l'autre. C'est assez fort, puisqu'on parle de génération d'assistés. Dites-nous, Loubna, vous pensez vraiment, vous qui êtes la génération de demain, être une génération considérée comme assistée, où la tentation est trop grande, comme dit M. Garandel ?
Alors personnellement, je suis pas arrivée à ce stade où j'arrive pas à pas travailler et à être obligée de passer par le chat GPT, sinon je sais pas écrire de phrases. Mais pour le coup, moi je pense que c'est pas grave, enfin c'est un bon outil à partir du moment où ça devient pas un référent. Chat GPT, ça ne sera pas Monsieur Garandel, j'espère pas. Ça serait bête, je préfère aller lui poser une question à lui qu'aller vers chat GPT ou même Internet tout court. Et c'est ça, en fait, à partir du moment où on doit savoir nous poser nos propres limites. Parce que oui, c'est sûr que c'est facile, c'est du papier mâché, du travail mâché plutôt. Il faudrait éviter juste d'arriver à ce stade-là. Moi, je pense pas qu'on soit arrivé à ce stade, justement. On est carrément assisté du début jusqu'à la fin. Notre travail, il est un peu plus... même il y a juste cette fierté-là, qu'on travaille de faire un papier de A à Z par nous-mêmes. Mais bien évidemment, on peut avoir une aide. Mais moi, personnellement, je ne me tournerai pas directement vers ChatGPT comme première aide, pour le coup. Et Diana, toi, tu vois ça comme un gadget quand t'entends génération d'assistés. Franchement, ça doit te faire bouillir dans ta tête. Génération d'assistés, quand même. Je ne pensais pas que le mot gadget, ça allait être un crime. Ah, c'est le mot qu'on va retenir, oui. Non, moi, quand je disais ça, effectivement, c'était plus pour... je pensais plus à la richesse, en fait, des contenus, et vraiment à ce que je vais retenir d'un devoir ou d'un cours. Alors, effectivement, ça peut être une première approche et pourquoi pas ensuite développer une curiosité intellectuelle, scientifique derrière. Mais effectivement, c'est vraiment qu'une première amorce. C'est pas ça qui va, je sais pas moi, t'aiguiller quand il va falloir chercher l'objet d'un mémoire ou l'objet de ton doctorat plus tard. Merci Diana. Merci. Si, désolée, je coupe, mais ça c'est vraiment un outil qui peut. C'est un peu le but de. Non, mais ça peut nous aider justement à trouver le sujet. Ah non, mais je suis pas contre que ça t'aide de prime abord pour ceux que vraiment ils ont. Des triviales qui ont vraiment une flemme et qui se disent comme première avance, oui, totalement. Et surtout l'enjeu. En tout cas, merci Diana. On va laisser le mot de la fin. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, pour conclure très vite, en un mot, ChatGPT au final et toutes ces IA, amis ou ennemis? Pour moi, amis. Je dirais amis aussi. Vous êtes amis. Mais quand on dit amis, c'est plus dans le sens service. Est-ce que vraiment à l'avenir, ça va... Je pense que, je le redis, je pense que c'est une révolution et je pense qu'il ne faut pas être utopiste. C'est pas ChatGPT qui va s'adapter à nous, c'est nous qui allons nous adapter à l'utilisation de ChatGPT. Donc il ne faudrait pas le craindre? Non, pour moi, si on le voit du bon côté des choses, comme M. Garandel le disait, c'est qu'il peut que nous aider à devenir des meilleures versions de nous-mêmes, entre guillemets. Je voulais juste avoir une dernière réaction quand même parce que vous êtes là. Amis ou ennemis, en un mot? Je sais que c'est difficile à répondre en un mot. Allez, amis. Amis, d'accord, ok. On va avoir une dernière intervention quand même. Je dis amis parce que s'il devient vivant, ChatGPT, il se souviendra que j'ai dit amis et donc il sera... Écoutez, pour l'instant on ne fait pas de prédiction pour l'avenir. On a eu la parole d'un enseignant. Je vous propose d'écouter tout de suite la deuxième parole de Pascal Buet, comme en introduction de ce débat, qui lui va répondre à la question amis ou ennemis pour ChatGPT. On l'écoute dans un instant. Ni l'un ni l'autre. C'est ni un ennemi ni un ami. Pour moi, ChatGPT c'est un outil, comme le marteau est un outil pour permettre d'enfoncer un clou. Comme le tournevis c'est un outil. Donc c'est censé, je dis bien censé, être le prolongement d'un certain geste et de faciliter la vie des hommes. Donc pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ainsi, on l'aura vu tout au long de ce débat, les IA font désormais partie intégrante de notre société et prennent de plus en plus de place dans les usages et dans les discussions. Bien que l'on peut insister, Hugo l'a fait régulièrement, sur la prouesse et sur l'importance de ces évolutions, tout n'est pas encore tout rose et de nombreuses questions émergent, d'où le fait et l'idée qui a fait consensus de proposer des éducations numériques beaucoup plus poussées. C'est la fin de ce débat. Je remercie Amrou qui n'est plus là, mais à qui je salue derrière la caméra. Merci à vous, merci à tous les intervenants, merci Monsieur Garandel d'avoir accepté notre intervention. Et puis, quant à nous, moi je vous laisse avec Ibrahim et Paola pour la suite de vos programmes sur 13e Monde. Quel débat! Pour que l'IA soit notre ami ou notre ennemi, vous l'aurez compris, tout dépend des usages qu'on en a fait, de la place qu'on lui donne dans nos vies. Ce sont Ilyes et Amrou qui ont animé ce débat si riche et intense autour de l'intelligence artificielle, précisément ChatGPT dans l'enseignement. Merci à notre enseignant, M. Garandel, ainsi qu'à nos camarades de L3, Cinda, Lubna, Hugo, Ludovic. Vous pouvez retrouver les derniers reportages ainsi que nos ActuFact
Vous pouvez retrouver le dernier reportage ainsi que nos ActuFac sur notre site webradio.univ-paris13.fr. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et YouTube @13e monde. Reprenons notre souffle un instant et accueillons Marvin Chino avec un nouveau titre, Oubliette. Merci. Laquelle aura tout mon temps, laquelle va m'ignorer. Laquelle aura tout mon temps, laquelle vais-je ignorer. Aucune d'entre elles pour choisir joie, pile ou face. Parmi les titulaires, je sais pas faire d'être le premier. Du coup je continue, je peux me regarder dans la glace. Leur faire du mal, c'est pas mon but premier. Je veux pas te donner mon cœur et que tu le casses. Pour que ça marche, il faut bien essayer. Gagnons du temps, dis-moi ce que tu veux de moi. Chaque jour une qui paraît, une qui se ramène. Ça commence à me saouler de faire connaissance. Sur aucune que je préfère. Aucun d'entre vous peut me juger, vous en faites autant. Y'a un truc chez toi qui me dégoûte, ça va passer. Sur nos visages, pas une goutte, je parle à une autre, j'oublie tout maintenant, l'amour tu sais comment c'est. Mais je préfère le souligner, faut qu'on pense à lui. Je te conseille de faire de même. En un clin d'œil dans ta vie, je débarquais. Mais en un clin d'œil, je finis aux oubliettes. Y'a un truc chez toi qui me dégoûte, ça fait mal sur le coup mais ça va passer. Sur nos visages, pas une goutte, je parle à une autre, j'oublie tout maintenant, l'amour tu sais comment c'est. C'est pas contre toi, mais je préfère le souligner, faut que chacun pense à lui, je te conseille de faire de même. En un clin d'œil dans ta vie, je débarquais, mais en un clin d'œil je peux finir aux oubliettes. Je peux finir aux oubliettes. Oubliettes. Merci. Merci Marvin pour ton titre Oubliette. N'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux @Marvin Chinon. Nous avons beau critiquer les réseaux sociaux, cette longue liste des comptes preuve qu'ils sont devenus incontournables parce qu'ils sont sur nos écrans, parce qu'ils nous accompagnent tous les jours, tout simplement parce qu'ils facilitent la communication. D'ailleurs, Ibrahim, toi qui es sur tous les réseaux sociaux, tu connais les risques de cette omniprésence ? Non. D'ailleurs, pourquoi pas moi ? Je sais qu'ils peuvent nous rendre dépendants, parfois pervers. Laissons alors Nel nous parler des effets des réseaux sociaux et de leurs solutions dans une nouvelle chronique écrite par Marie et Camilia. Bonjour. Les réseaux sociaux, omniprésents dans notre vie, à tous, mais d'autant plus dans le quotidien des jeunes, ont transformé la façon dont les adolescents communiquent et interagissent. C'est un outil sans précédent pour servir la créativité de chacun, mais aussi pour créer des liens avec de vieux amis ou des personnes partageant le même intérêt. Cependant, ces pratiques numériques vues d'un autre œil peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des jeunes. Dia nous avait parlé plutôt de cyberdépendance, mais l'un des principaux effets des réseaux sociaux sur la psychologie des jeunes est leur impact sur la perception et l'estime de soi, car une distorsion de la réalité amène la plupart d'entre nous à courir après un idéal erroné ou tout simplement irréel, causé par la retouche de photos, la mise en scène de vies d'influenceurs qui font rêver, mais à quel prix ? D'ailleurs, même Lena Situation, la plus célèbre, a elle-même subi les effets pervers de l'exposition permanente de sa vie en la confrontant au harcèlement et au burn-out. Les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour afficher des photos flatteuses, des mises à jour de statistiques positives et des projets valorisants. Cela peut créer une pression sociale pour les jeunes, qui peuvent le vivre comme une injonction sociale à afficher des succès qui leur échappent. Malheureusement, cette course à la représentation conduit souvent paradoxalement à la comparaison sociale malsaine. Les jeunes vont se comparer constamment aux autres et cherchent à atteindre des standards souvent irréalistes en termes de beauté, de popularité ou de réussite. Cette comparaison constante peut rapidement conduire à un sentiment d'insécurité et à une baisse de l'estime de soi de chacun. Malgré une innocence apparente, la recherche inhérente aux réseaux sociaux est celle d'une course aux abonnés et aux likes qui peuvent s'apparenter à une quête de validation des autres, voire à une dépendance de l'approbation.
Pourtant, les réseaux sociaux offrent aussi un espace de connexion, des soutiens et des partages d'expériences encourageantes. N'est-il pas important de sensibiliser les jeunes à l'utilisation responsable, saine et constructive des réseaux sociaux? Tout à fait, Paola. Dans cette optique, certains organismes interviennent. C'est le cas de l'association française e-Enfance, qui aide les enfants et les jeunes à naviguer en toute sécurité sur Internet, en offrant une assistante téléphonique gratuite pour les jeunes et les parents, ainsi que des ressources en ligne dans le but de lutter contre la cyber-intimidation et promouvoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. Oui, car aujourd'hui, selon Via Media et Statista, on compte plus de 92% des 11-18 ans possédant un portable et environ 78% d'entre eux des réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Plus la moitié d'entre eux y passent plus de 2 heures par jour et une autre partie, un peu moins de 20%, affirment avoir déjà été la cible de cyberharcèlement. Bien souvent, une extension de ce qui se passe en réalité en cours. C'est d'autant plus pour cela qu'une sensibilisation doit être faite sans omettre les points positifs, mais en pointant également les dérives. La Croix-Rouge française a également lancé un programme appelé Les Copains du Web, qui vise à sensibiliser les enfants et les jeunes sur les dérives d'Internet et des réseaux sociaux. La Croix-Rouge offre aussi des formations pour les jeunes et les parents sur les moyens de protéger de ces dangers. Pour finir, en citant une organisation internationale, Respect Zone, vise à promouvoir le respect et la non-violence en ligne. Cette institution propose aussi une formation en ligne gratuite pour les parents et les jeunes qui aborde des sujets comme la cyber-intimidation et l'utilisation responsable des réseaux sociaux. En conclusion, il est important de prendre en conscience des conséquences psychologiques potentielles des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes et de promouvoir une utilisation plus responsable et plus contrôlée. En sensibilisant les jeunes et leurs parents à ces questions et en leur fournissant les ressources nécessaires, nous pouvons améliorer l'espace numérique afin qu'il soit plus sain, plus sûr pour les générations futures. Tu vois, Ibrahim, tout espoir n'est pas perdu. Effectivement, Paola, on peut compter sur la vigilance et l'expertise des associations et institutions pour accompagner la jeunesse dans l'univers complexe des réseaux sociaux. Mais c'est déjà l'heure des dernières actualités de la fac. Effectivement. Le festival littéraire Hors Limite est un événement majeur de la vie culturelle de Seine-Saint-Denis, qui attire chaque année un public nombreux et curieux. Il offre une occasion unique de découvrir de nouveaux auteurs, de se plonger dans des textes innovants et de pratiquer à des rencontres passionnantes avec des personnalités du monde littéraire. C'est l'occasion de sortir du campus pour se cultiver. Le service culturel de l'Université Sorbonne Paris-Nord propose aussi des sorties hors les murs. Par exemple, ne manquez pas la comédie musicale Mary Said What She Said de Darryl Pinckney, mise en scène par Robert Wilson le jeudi 13 avril à 20h au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Vous assistez à une expérience théâtrale unique dans la forêt des souvenirs, où la mort qui approche est glaciale, mais où Mary Stuart, reine d'Écosse, n'oublie jamais qu'elle est une reine. Incarnée par la célèbre actrice Isabelle Huppert, Mary Stuart prend vie dans un contrepoint artistique fascinant, défiant l'espace vide sous les lueurs d'aube et de nuit. Pour plus d'informations et pour toute réservation, merci de se rapprocher auprès du service culturel de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci Bachir. On est déjà à la fin de cette émission intitulée Le numérique chez les jeunes, des dérives à l'éducation. Nous sommes très heureux d'avoir entendu une multitude d'avis portés et de voix très engagées. Et nous tenons à remercier chaleureusement les invités intervenants et intervenantes. On peut donc dire qu'il n'existe pas que des dérives liées au numérique. Bien que nous soyons sous l'emprise des GAFAM en tant que digital native, nous ne devons pas de nous passer de notre esprit critique. L'intelligence individuelle et collective servent à démasquer ces faces cachées tout en déjouant les pièges. Mais pour en faire cela, il faut que l'éducation soit prise au sérieux. À travers les différents avis de nos invités intervenants, on voit finalement que numérique et éducation ne se posent pas forcément. Restons optimistes et continuons de nous informer et de nous former. En effet, l'enseignement peut faire des nouvelles technologies un atout, mais il faut rester vigilant. L'antagonisme entre les avantages et les inconvénients des nouvelles technologies n'est pas aussi grand qu'on les croyait. Il faut dire que les Français ont toujours eu peur des nouvelles technologies, peut-être à tort. Selon un sondage de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique datant de 2020, 56% se disent inquiets. Comme on l'a vu, la solution face au problème, c'est l'éducation. À commencer par la sensibilisation, pour apprendre à s'en servir au mieux, d'où l'intérêt des matières qu'on nous enseigne aujourd'hui sur les enjeux du numérique. J'imagine que ce n'est pas encore suffisant, mais tout le monde doit se sentir concerné.
On a la chance d'avoir des profs qui nous sensibilisent aux usages et nous montrent la face cachée des applis à l'UFR des sciences et Infocom de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Quelle chance! Encore une fois, nous vous invitons à découvrir et redécouvrir nos podcasts et nos précédentes émissions sur notre site webradio.univ-paris13.fr ainsi que sur Spotify et à suivre sur nos réseaux. Il suffit de taper 13e Monde sur Insta, Twitter, YouTube et Facebook, s'abonner puis activer la cloche de notification pour ne rien louper de cette actualité. Nous tenons également à remercier Nabil du service culturel pour la régie, ainsi que Pierre Damey de la direction de la communication pour la captation. Cette émission a été organisée par les étudiants et étudiantes du 2e année et 3e année de la licence Information Communication et encadrée par notre chère enseignante Judith Mayer. Nous remercions également les participantes et participants en régie ou en plateau. Cette émission est à retrouver sur le compte YouTube de l'Université Sorbonne Paris-Nord à partir du 31 mai et sur notre site. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 13e Monde.